Bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Voici les principaux titres. Le président de la République participe à la réunion de haut niveau sur la Somalie à New York. Et la forêt de Bolivie vidée de sa faune, environ 2,3 millions d'animaux ont été calcinés. Bonjour à tous. La Somalie est aujourd'hui prête à prendre donc en main son avenir car pour la première fois en 3 décennies, le pays va tenir des élections basées sur le principe un homme, une voix en 2020-2021. C'est en ces termes que le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, s'est exprimé lors de la réunion de haut niveau organisée par l'Italie au siège des Nations Unies. Cette rencontre a lieu suite aux récentes avancées que la Somalie a enregistrées sur plusieurs plans, même si les défis restent de taille. Ainsi, le système national de sécurité adopté il y a quelques années à Londres et l'accord de février 2018 à Badoa sur le partage de ressources ont permis aux Somaliens de converger de vues et de discuter donc à Galmudug lors des rencontres organisées par le gouvernement fédéral somalien. Cette réunion de haut niveau était basée sur le développement qu'a connu la Somalie ces dernières années malgré les nombreux obstacles tant sur le plan politique que sécuritaire. Ceci dit, la partie djiboutienne a félicité le gouvernement somalien appuyé par la communauté internationale qui a donné des résultats tangibles et fiables. Cette réunion a vu la participation, outre des chefs d'État et de gouvernement, le chef d'État djiboutien et somalien, du président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki, ainsi qu'un parterre d'officiels concernés par la question somalienne. Et lors de cette réunion de haut niveau, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a prononcé un important discours dans lequel il a indiqué que malgré les nombreux obstacles auxquels la Somalie a fait face, nous pouvons aujourd'hui donc nous féliciter que les efforts du gouvernement aient donné lieu à des résultats tangibles et louables. On écoute le chef de l'État. Ces 3 dernières années, mesdames et messieurs, ont été marquées par des développements remarquables en Somalie. Malgré les nombreux obstacles auxquels la Somalie était confrontée, tant sur le plan politique que sécuritaire, nous pouvons aujourd'hui nous féliciter que les efforts du gouvernement, appuyés par la communauté internationale, aient donné lieu à des résultats tangibles et louables. Je pense qu'à la formation d'un gouvernement doté d'un programme de réforme capitale, l'amélioration des finances et de l'environnement sécuritaire ou encore la réduction de l'impact des catastrophes humanitaires, pour ne citer que quelques-uns. Sur le plan politique, nous avons vu que le système fédéral adopté n'a pas toujours suscité le même niveau de compréhension et d'acceptation à travers tout le pays et a été à la source de terribles tensions qui ont pendant longtemps empêché les progrès qu'aurait pu réaliser ce pays frère. C'est dans cet esprit que le gouvernement actuel s'est attelé depuis le début à changer cette perception et a réussi à faire adopter le système national de sécurité à Londres et l'accord sur le partage des ressources lors de la conférence de Badoa en février 2018. Ce qui a rendu possible la tenue de la conférence de la réconciliation organisée sous l'égide du gouvernement somalien qui s'est clôturée la semaine dernière à Dousamareb, chef-lieu de l'État fédéré de Galmudug, par un accord de consensus. Nous nous réjouissons que cette conférence, qui visait initialement à résoudre les différends politiques qui opposaient les principales forces politiques de la région, sur la tenue des élections, s'est finalement étendue à la pacification de toutes les tribus en conflit afin de rétablir la paix et la concorde sociale dans ces pays frères. Et poursuivant son allocution, le numéro 1 djiboutien, Ismaël Omar Guelleh, a souligné que la Somalie est prête à prendre en main son avenir car pour la première fois en 3 décennies, la Somalie va tenir des élections basées sur le principe un homme, une voix en 2020-2021. Réécoutons le président Guelleh. Sur le plan économique, malgré un taux de croissance positif, le pays reste très dépendant de l'aide internationale. Classée dans la catégorie des pays surendettés, la Somalie s'est fixée comme objectif l'effacement de sa dette en se conformant aux instructions
des institutions financières afin de normaliser ses relations avec ces dernières. Nous nous en félicitons et formons le vœu de voir se concrétiser l'annulation de la dette. Il y a certes eu une nette amélioration sur le plan de la sécurité. Mesdames et messieurs, toutefois, il reste beaucoup à faire car la situation sécuritaire reste instable. La capitale fait en effet face à des attaques régulières de la part des Shabab qui, en dépit d'énormes pertes et défaites infligées par les troupes de la MISOM et de la Somalie, ne perdent pas espoir et se préparent à revenir en force au retrait de la MISOM en 2021. Nous ne le réitérons jamais assez, une armée somalienne capable de prendre la relève après la sortie des troupes étrangères est nécessaire. Mais ceci n'est pas viable sans un soutien de la communauté internationale. Et ce soutien est souhaité aujourd'hui, plus qu'hier, car nous sommes à un tournant de l'histoire de la Somalie. Tournant car nous sommes témoins aujourd'hui du rejet du peuple somali des Shabab et des autres entités extrémistes, de l'intégration des troupes paramilitaires fidèles à Al-Sunna ou Al-Jama'a dans les rangs de l'armée régulière, de l'enrôlement et de l'enregistrement effectif de tous les éléments militaires et leurs équipements dans le fichier commun de la Somali National Army. Ceci, mesdames et messieurs, prouve, si besoin est, que la Somalie est prête à prendre en main son avenir, car pour la première fois en 3 décennies, la Somalie va tenir des élections basées sur un homme et une voix en 2021. La commission électorale indépendante, mise en place à cet effet, travaille d'arrache-pied et a accompli d'énormes progrès. Les partis politiques sont enregistrés et le gouvernement, de son côté, a soumis au Parlement la loi électorale. Ces acquis-là, nous ne pouvons pas nous permettre de les perdre, car les défis auxquels est confrontée la Somalie ne pourront être relevés que si la communauté internationale fait converger tous ses efforts dans la même direction. C'est une vérité, même une évidence, qui doit nous servir de matrice. Pour notre part, nous restons optimistes et disponibles, car nous avons toujours été du côté de la paix et avons constamment œuvré pour une Somalie stable et en paix avec elle-même. Let's try to help the Somali people come together and build a Somali state of peace and prosperity. Thank you very much. Et le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, porte-parole du gouvernement, Mahmoud Ali Youssouf, qui a participé donc aux côtés du président Guelleh à la réunion de haut niveau sur la Somalie, nous a fait un point de presse. Il est notamment revenu sur les propos du chef de l'État, axés sur le rôle que Djibouti continue à jouer dans les efforts de pacification de la Somalie. Nous vous proposons de l'écouter. La réunion de haut niveau à laquelle le président de la République a participé sur la Somalie. Et il a donc livré ses pensées, ses propositions sur la manière donc de continuer à appuyer les efforts du gouvernement fédéral somalien afin de stabiliser la Somalie, d'aller de l'avant dans les réformes économiques et les réformes institutionnelles que le président de la République, Mohamed Abdullahi Farmajo, est en train de mener depuis quelques années de cela. Il y a la question sécuritaire, bien entendu, qui préoccupe beaucoup de gens. Et ces questions sont bien entendu, ne peuvent être réglées par les seuls efforts déployés par le gouvernement fédéral. Il y a la MISOM et l'engagement de la communauté internationale est très important. La Somalie également souffre de la dette qui n'a pas été encore annulée. Le président de la République a fait un plaidoyer en faveur de l'annulation de cette dette qui plombe un petit peu les efforts économiques du gouvernement fédéral somalien. Et le président égyptien et président en exercice de la Commission de l'Union africaine, Abdel Fattah al-Sisi, a entamé mardi soir un difficile exercice de médiation entre Djibouti et le Kenya, 2 pays de la région qui convoitent le siège de membres non permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies. Après presque 1 heure d'un tête-à-tête entre les 3 chefs d'État, la décision est tombée et on s'y attendait un peu.
aucun compris ni consensus ne s'est dégagé malgré les bonnes volontés du président égyptien. Sur ce, le président en exercice de l'Union africaine a appelé les dirigeants djiboutiens et kenyans de faire preuve de fair play. Également dans l'actualité, le Premier ministre et chef du gouvernement par intérim, Abdelkader Kamel Mohamed, a reçu hier donc une forte délégation de parlementaires français qui séjournent depuis quelques jours à Djibouti, introduite donc par l'ambassadeur de la République de France à Djibouti, Arnaud Guillois, et par l'honorable député Neema Boulhan. La délégation conduite par le député de Caen, région de Calvados, Bertrand Boux, et président du groupe d'amitié Djibouti-France, comprenait 4 parlementaires. Prenant la parole, vous nous faites honneur, a déclaré le député Bertrand Boux à l'adresse du Premier ministre, qui l'a remercié pour l'accueil chaleureux réservé à la délégation. M. Boux a poursuivi en ajoutant que celle-ci a été admirablement reçue par toutes les autorités du pays. Le Premier ministre s'est dit heureux à son tour donc de recevoir la délégation française, reflétant de par sa composition la diversité donc à la fois géographique et politique de la France. La rencontre a été ponctuée par la suite de compliments mutuels et d'échanges autour des valeurs communes forgées par les liens centenaires d'amitié et de partenariat entre la France et Djibouti. Au terme de la rencontre, le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed a invité la délégation à poursuivre sa visite en suggérant quelques sites historiques dans les arcades du centre-ville, la banquise du lac Assal et où l'ancienne résidence de Léonce Lagarde à Obok, construite en Médraport. C'est sous l'égide du Premier ministre Abdelkader Kamel que s'est tenue donc une réunion de haut niveau qui a porté sur les perspectives du secteur bancaire et financier à Djibouti, avec autour de la table les acteurs du secteur privé, notamment des banques et finances, mais aussi les membres du gouvernement, avec une question clé, trouver donc et apporter des réformes nécessaires sur des secteurs ciblés pour une meilleure inclusion financière. L'objectif principal était d'une part de fournir une vision claire du secteur bancaire et financier, ainsi que d'élaborer les réformes souhaitables. Une présentation du groupe et du cabinet Ernst & Young de la Tunisie a élaboré ce rapport, une analyse du secteur financier et bancaire à travers l'identification de ses caractéristiques principales et sa contribution donc au développement économique et social du pays. Et le gouverneur de la Banque centrale de Djibouti, Ahmed Ousmane, a tenu dans son discours à rappeler que la Banque centrale de Djibouti a toujours accompagné la vision du président Guelleh, celle de faire de Djibouti un hub logistique et financier international. Nous l'écoutons. Sous l'ambition de la vision du chef de l'État, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, a été forgée, comme l'a dit le ministre, l'ambition stratégique en matière de développement économique, diriger Djibouti en hub logistique et financier international, tenant compte des caractéristiques naturelles du pays, de ses atouts et de ses avantages compétitifs. Dans cette voie, la Banque centrale de Djibouti s'est attelée très tôt à mettre en œuvre pour promouvoir le développement du secteur financier, de sorte à bâtir un secteur dynamique, performant, fiable et inclusif, afin que ce dernier puisse contribuer pleinement à l'expansion économique de notre pays. Ainsi, sur la base d'une évaluation et d'analyse approfondie du secteur financier, d'importantes réformes ont été lancées dans les années 2000 et sont menées de façon continue en fonction des besoins et de l'évolution du secteur. Il s'agissait dans un premier temps d'ouvrir le marché, développer et diversifier l'offre de produits et services financiers à travers la première série de réformes de textes réglementaires engagées dans ces années-là. D'ailleurs, la réforme principale majeure introduite en 2005 qui concernait l'abrogation de l'exigence d'un actionnaire de référence, entendue par la banque de premier rang, à hauteur de 30% du capital, a permis l'ouverture du marché bancaire et pour la première fois l'arrivée des banques régionaux.
Suite aux réformes engagées, le secteur financier a connu un essor sans précédent et s'est profondément métamorphosé en s'intensifiant par le nombre d'opérateurs et d'activités financières. D'une situation de duopole, comme l'a dit le ministre, et de 5 auxiliaires financiers, ce secteur se compose aujourd'hui de 37 institutions financières avec 12 banques, 21 agences d'échange et de transfert de fonds, 3 institutions de microfinance et un fonds étatique de financement des entreprises. Quant au ministre de l'économie et des finances, Ilyas Moussa Daoualé, il a mis en exergue un bref historique de Djibouti, de s'en devenir depuis toujours une place financière à part entière, une vision que le chef de l'État a formalisée en ambition, a-t-il dit. Nous l'écoutons. Dans un premier temps, sa position qui lui a valu, dès le début, la construction du port et d'un chemin de fer il y a plus d'un siècle, reliant les villes ou les pays de l'intérieur de l'Afrique de l'Est, en tout cas de la Corne de l'Afrique. Donc cette ambition, d'ores et déjà à l'époque coloniale, était affichée. Nous avons, à ce titre, été à Djibouti. Djibouti a été la place commerciale et la place logistique sur le plan non seulement régional, mais également global, servant des principaux ports d'éclatement, en tout cas pour tout ce qui est dépôt d'hydrocarbures, entre autres. Cette ambition a vu se construire davantage et se consolider avec l'avènement d'une monnaie forte liée au dollar, en particulier le franc Djibouti, qui est resté stable depuis. Cette monnaie et la place bancaire de la République de Djibouti a par ailleurs été consolidée avec des banques de référence qui se sont installées en République de Djibouti. Nous pensons que depuis 1999, cette vision a été encore davantage approfondie, sa mise en œuvre approfondie. Les infrastructures ont connu une transformation rapide avec une diversification. Nous sommes passés d'une place financière bancaire composée de 2 banques essentiellement à plus de 10 banques au jour d'aujourd'hui. Voilà, donc c'était l'appel à la prière d'Al-As. Nous retrouvons la suite de notre journal. Le ministre du Budget, Abdelkarim Aden Cher, a présidé aujourd'hui une réunion dans son cabinet où était convié le président de l'autorité des ports et des zones franches de Djibouti, Aboubakar Marhadi, ainsi que son staff technique, le directeur de l'ANPI ou l'Agence nationale pour la promotion des investissements, Mahdi Drar Obsiye. Était également présent le directeur général des douanes et des droits indirects, le directeur général des impôts, le conseiller principal et le secrétaire général du ministère du Budget. Les discussions ont porté sur les moyens à mettre en œuvre pour coordonner l'action du ministère du Budget avec l'ANPI et l'autorité des ports pour optimiser la mobilisation des recettes de l'État. Durant la réunion, plusieurs thématiques ont été évoquées, donc notamment les différents régimes d'investissement et les activités éligibles au titre des différents régimes dérogatoires qui soutiennent ces différents régimes d'investissement. Toutes les solutions donc vont être recherchées pour harmoniser et rendre plus efficace l'action gouvernementale pour collecter les recettes là où elles sont mobilisables. Et à présent, je vous propose de suivre l'intervention du président de l'autorité des ports et des zones franches de Djibouti, Aboubakar Marhadi. Le ministre du Budget de nous avoir réunis, l'autorité des ports et zones franches, l'ANPI, la douane et les impôts. L'objectif de cette réunion est comment collaborer étroitement entre ces 4 entités. Et nous avons trouvé un accord comment interconnecter nos systèmes informatiques. Nous avons développé un système avec Singapour, un système qui s'appelle Port Community System. Et l'ANPI a aussi développé un programme informatique qui s'appelle TradeNet pour le commerce extérieur. Et puis la douane avait son système Sidonia. Donc l'objectif de cette réunion, c'était comment
créer une interface entre ces trois systèmes. Et ça a été une très bonne réunion, on a eu une très bonne compréhension entre nous et un comité de pilotage a été créé pour la mise en place de cette plateforme d'interconnexion tout en préservant les recettes de l'État en termes d'éthique et d'impôts. Et de son côté, le ministre du Budget, Abdelkarim Madancher, a rappelé que la coordination était essentielle pour un travail en commun réussi et efficace. On l'écoute. Quel est l'objectif de cette réunion? C'était de réunir trois structures qui ne forment en fait qu'une seule structure. Comment concilier zone franche, intérieur du pays et développement, parler d'une même voix. Comment avoir la même image du pays. C'est-à-dire le développement de la zone franche, c'est le développement du pays. Comment concilier? Le seul moyen de concilier, c'est de se mettre sur la même table, d'avoir la même parole, d'avoir le même système. Parce que le pays n'est qu'un, on n'a qu'un seul pays. Et je pense que ça a été une très bonne occasion. En fait, nous n'avons qu'un seul objectif. Et nous sommes arrivés à trouver la meilleure solution. Et j'espère qu'on va accélérer le processus pour qu'on puisse à la fois être un vers l'extérieur et un à l'intérieur du pays. Et surtout sans délaisser, continuer à sécuriser. Nos services ont toujours sécurisé les recettes de l'État. Continuer à sécuriser tout en s'ouvrant au monde. Toujours en nouvelles du pays, le ministre de la Santé, Mohamed Al-Samadiri, a eu une réunion de travail avec une importante délégation du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme qui est conduite par la gestionnaire du portefeuille de Djibouti pour le Fonds mondial, Emina Rey Florence. Les deux parties donc, ont discuté de l'évaluation des programmes de santé soutenus par le Fonds mondial en mettant l'accent sur les voies et moyens nécessaires au renforcement du partenariat technique en matière de lutte contre les trois maladies, à savoir le VIH-Sida, le paludisme et la tuberculose. Cette réunion aura donc permis aux membres de la délégation de s'enquérir des avancées tangibles entreprises par Djibouti dans la lutte contre ces trois maladies et plus particulièrement celles concernant le paludisme. La délégation du Fonds mondial s'est déplacée donc sur le terrain pour apprécier le bon déroulement de cette campagne de pulvérisation intra-domiciliaire menée au quartier 4. Santé toujours, le département de la santé a organisé hier soir une soirée dédiée à l'information et sensibilisation dans le cadre de la campagne de pulvérisation intradomiciliaire qui est lancée au quartier 4. En effet, l'événement a suscité une forte mobilisation de la société civile ainsi que des membres actifs des associations à base communautaire et de relais communautaires issus des comités de santé de ce quartier à haut risque palustre. La soirée était animée avec des sketchs donc de sensibilisation mais également des différents responsables sectoriels qui se sont succédés au micro pour apporter des éclaircissements et des explications utiles sur les bénéfices et les bienfaits de la pulvérisation intra-domiciliaire. L'objectif de cette soirée de sensibilisation était d'impliquer la population récipiendaire pour soutenir ce programme de lutte antivectorielle compte tenu de l'endémicité élevée du paludisme dans notre pays. Et avis de recherche pour clair l'actualité nationale. La famille Adawa Roblé recherche donc activement leur fille dénommée Rali Adawa Roblé qui est portée disparue dans la journée du 21 septembre 2019 vers 11h du matin. La dernière fois qu'elle a quitté son domicile, elle portait un boubou multicolore comme rouge et jaune et une couverture bleue. Elle est de teint noir et elle est mince également. Cette dernière est malade mentalement, d'où la raison de sa disparition brusque. Veuillez contacter donc ces numéros ci-dessous au cas où donc vous apercevrez cette jeune fille, le 77 35 39 66, le 77 87 12 24 ou le 77 03 24 90.
En nouvelles du monde, à présent, un important incendie s'est déclaré hier soir à l'usine Lubrizol de Rouen en France, selon la préfecture de Seine-Maritime. Ce site qui fabrique des additifs pour enrichir huile, carburant et peinture est classé Seveso seuil haut. L'incendie n'a fait aucune victime pour l'instant, précise la préfecture dans un communiqué, ajoutant que des mesures et des prélèvements étaient en cours. Environ 200 sapeurs-pompiers étaient déployés dans la matinée sur le site de l'incendie, d'où se dégage un important panache de fumée. Dans la nuit, des habitants ont entendu des bruits d'explosion, mais il s'agissait de fûts d'huile qui ont éclaté, selon la préfecture. Une cellule de crise a été mise en place à la préfecture qui a déclenché des sirènes d'alerte dans plusieurs communes de Seine-Maritime pour prévenir les habitants. Le retour houleux de Boris Johnson au Parlement britannique. Il a été rapidement jeté dans le grand bain parlementaire. Boris Johnson est arrivé au Parlement sous les railleries de ses collègues conservateurs qui l'ont ensuite applaudi avec enthousiasme. Le principal chef de l'opposition britannique, Jeremy Corbyn, avait lui un point de vue assez différent sur la suspension du Parlement. Il a rejeté les provocations du Premier ministre qui lui conseillait un vote de défiance au sein du gouvernement avant d'affirmer qu'il ne soutiendra pas une nouvelle élection à moins qu'un Brexit sans accord soit écarté. Le chef du Parti travailliste a aussi déclaré que Boris Johnson devrait retarder la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne prévue pour le 31 octobre et organiser des élections. Et enfin, la forêt de Bolivie, vidée de sa faune, environ 2,3 millions d'animaux ont été calcinés. Plus les experts de l'environnement avancent à travers le paysage de fin du monde de l'est de la Bolivie, ravagé par d'énormes incendies, plus ils sont catastrophés. Le bilan vient d'être fait et la perte pour la faune est sans précédent. Rien que dans le département de Santa Cruz, le plus détruit, on estime que plus de 2,5 millions d'animaux piégés par le feu sont morts calcinés, et l'estimation qui s'affine de jour en jour pourrait même dépasser ce chiffre déjà impressionnant. La liste des espèces endémiques disparues est très longue. Félins, cervidés, rongeurs, reptiles, espèces aquatiques, aucune de ces familles n'a été épargnée. Les scientifiques boliviens citent notamment les animaux qui sont spécifiques à l'Amérique latine, comme les oslots, les jaguars, les fourmilières, les tapirs, les lamas, certains serpents, lézards ou encore tortues. Des photographies donc publiées par la presse bolivienne montrent la fin horrible qu'ont vécu ces bêtes. Leurs cadavres sont presque entièrement carbonisés. Les espaces où vivait tout ce monde animal, y compris ceux qui lui servaient de sanctuaire, comme la réserve de Tucavaca, toujours dans la région de Santa Cruz, sont partis en fumée. La Bolivie donc doit faire son deuil d'une forêt primaire endémique exceptionnelle, et cela pour très longtemps. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur Télé Djibouti.